En 2022, plus de 2000 morts ont fait basculer le Burkina Faso dans une urgence absolue et visible partout. Au moment précis où la violence atteignait un sommet, une autre courbe s'effondrait brutalement, celle des alliances extérieures, fragilisées par un choix assumé d'indépendance et une rupture avec les partenaires traditionnels. Que signifie réellement, pour ceux qui suivent de près le Sahel, ce pari risqué engagé par Ibrahim Traoré, alors que chaque décision peut soit rouvrir un espace de stabilité, soit déclencher une nouvelle onde de choc régional. Une brèche stratégique vient de s'ouvrir, étroite et incertaine. Cette analyse propose une promesse claire. Comprendre comment un pays frappé par plus de 2000 morts annuels peut tenter de reconstruire une base minimale de stabilité, sans renoncer à la souveraineté nouvellement revendiquée. Pour le lecteur, l'enjeu est précis. Disposer d'une grille de lecture fiable pour distinguer les signaux structurels des effets dites d'annonce et mesurer ce qui peut réellement changer sur le terrain. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui soumis à des pressions qui se renforcent mutuellement. D'abord, une insécurité persistante fragmente le territoire et érode la capacité de projection de l'État. Ensuite, un isolement diplomatique croissant s'installe, conséquence directe de ruptures stratégiques assumées mais coûteuses. Enfin, l'économie, affaiblie par des années d'instabilité, dépend de ressources minières convoitées et reste exposée à des tensions extérieures constantes. Dans ce contexte saturé, chaque décision d'Ibrahim Traoré agit comme un multiplicateur de risques ou d'opportunités. Un faux pas peut accélérer la spirale de violence. Un alignement cohérent peut, au contraire, ouvrir une sortie progressive du chaos. La question centrale devient alors simple et décisive. Ces tensions peuvent-elles être transformées en trajectoires mesurables et durables? Un signal est apparu plus tôt que prévu. Une baisse d'environ 20% des attaques dans le nord et l'est, suivi d'une croissance du PIB de 2,3% en 2023. Ces deux chiffres, modestes mais réels, ont surpris des observateurs pourtant prudents et ont révélé une inflexion mesurable dans la trajectoire du pays. Ils suggèrent qu'une partie de l'architecture décisionnelle d'Ibrahim Traoré commence à produire des effets concrets, malgré un environnement saturé de risques. Pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur le contexte accumulé depuis 2015. La répétition des offensives armées a fragmenté le territoire, vidé des villages, déplacé des populations entières et affaibli l'économie. Dans le même temps, des groupes armés ont appris à exploiter l'instabilité en se repliant vers des zones minières, riches en or ou en lithium, au moment même où des puissances extérieures tentaient d'étendre leur influence autour de ces ressources stratégiques. La crise n'était donc pas seulement militaire, elle était structurelle, enracinée dans une compétition pour le contrôle de la valeur. L'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré à 34 ans marque alors un point d'inflexion. L'expulsion des troupes françaises et la rupture avec des dispositifs institutionnels soutenus par l'extérieur déplacent brutalement les lignes géopolitiques. Contrairement à de nombreuses prévisions, ce tournant ne plonge pas immédiatement le pays dans un chaos total. Il révèle plutôt un calcul inédit, réduire la dépendance extérieure pour reprendre la main sur la chaîne de valeur minière, tout en resserrant des alliances régionales jugées plus compatibles avec l'objectif de souveraineté. Un autre élément devient visible, la perception locale. Longtemps coincée entre l'ingérence étrangère et la violence armée, une partie de la population interprète ces gestes comme une tentative de récupérer son propre destin. La dynamique observée ne procède donc pas d'un seul changement politique, mais d'une recomposition des contraintes autour d'un acteur central, Ibrahim Traoré, dont chaque décision amplifie ou atténue un risque structurel. La question reste ouverte. Ces premiers signaux suffisent-ils à enclencher une stabilisation durable? Dans les premiers mois suivant la prise de pouvoir, deux scènes locales permettent de saisir l'impact immédiat des choix stratégiques. Dans une commune du Nord, où les déplacements étaient presque impossibles en 2021, des commerçants décrivent la réouverture progressive d'un axe routier vital. Cette évolution, directement liée à la réorganisation militaire, reste fragile,
mais elle a permis le retour de flux de marchandises essentielles et redonné une marge de respiration économique à des familles longtemps isolées. Plus à l'est, dans une zone minière, des exploitants artisanaux évoquent un autre changement. Le renforcement de la supervision étatique sur les sites d'extraction a réduit l'influence de certains groupes armés qui captaient auparavant une partie de la production. Le risque n'a pas disparu, mais l'équilibre local s'est déplacé. Les revenus mieux canalisés ont commencé à alimenter des micro-investissements communautaires visibles. Réparation d'un puits, achat de matériel scolaire, amélioration d'un dispensaire. Ces signaux restent modestes, mais ils témoignent d'un lien nouveau entre sécurité et ressources. Dans ces récits du quotidien, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une abstraction politique, mais comme un acteur dont les décisions modifient concrètement les marges de sécurité ou de subsistance. Cette présence est cependant ambivalente. Elle nourrit l'espoir d'une souveraineté retrouvée, tout en suscitant la crainte d'une réaction internationale susceptible de fragiliser des progrès encore naissants. Ces micro-changements ne constituent pas une stabilisation durable. Ils fonctionnent plutôt comme des indicateurs précoces, révélant qu'un déplacement de contraintes est en cours. Reste à savoir si ces impacts locaux peuvent s'agréger et dépasser le stade du soulagement temporaire. Le basculement s'opère lorsque la spirale sécuritaire atteint un seuil critique. Plus de 2000 morts annuels, des villages vidés, des routes coupées et des sites miniers capturés s'additionnent en une séquence d'effondrements. Les alliances traditionnelles se fragilisent, l'aide extérieure se contracte et la capacité de l'État à projeter son autorité recule. À ce moment précis, le pays perd pied. C'est dans ce contexte que s'active la décision centrale portée par Ibrahim Traoré: rompre frontalement avec l'architecture sécuritaire et politique héritée. Dans un premier temps, le choc est brutal. L'expulsion des troupes françaises et la dissolution d'instances institutionnelles perçues comme inféodées à l'extérieur provoquent un choc immédiat. Les chancelleries réagissent vivement. Les partenaires occidentaux revoient leur position. Une partie de la population, longtemps marquée par l'inefficacité perçue des dispositifs antérieurs, accueille ces gestes comme une reprise de contrôle symbolique. Le geste est sec, lisible et risqué. Il crée un vide stratégique qui oblige l'ensemble des acteurs régionaux à recalculer leurs équilibres. Ce vide n'est pas neutre. Dans les semaines qui suivent, les groupes armés testent les nouvelles limites. Les tensions montent sur plusieurs axes. Les frontières psychologiques du territoire semblent se contracter. Pourtant, en parallèle, une réorganisation militaire s'enclenche. Des unités sont redéployées, des axes jugés prioritaires sont sécurisés, et des points de contrôle réapparaissent. L'objectif n'est pas une victoire totale, mais la restauration d'une mobilité minimale et d'un contrôle granulaire du territoire. Dans le même temps, la stratégie économique évolue. L'État resserre son emprise sur les ressources minières, en particulier l'or et le lithium. Les concessions sont révisées. La supervision des sites artisanaux est renforcée et les fuites vers des réseaux armés sont partiellement contenues. Cette recomposition se fait progressivement, souvent dans l'urgence, mais elle redéfinit la chaîne de valeur. Les marges de manœuvre budgétaires se reconstruisent par fragments, sans garantie de continuité. L'isolement diplomatique frappe cependant rapidement. La baisse de certains flux d'aide, les restrictions financières et les discours hostiles alourdissent le coût de la rupture. Le pays encaisse. Ibrahim Traoré affirme que la souveraineté n'a pas de prix, tout en cherchant des relais alternatifs. Les alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, se renforcent. Une architecture sahélienne, sans tutelle occidentale, commence à se dessiner, encore incomplète, mais opérationnelle, sur certains volets sécuritaires. Les effets de second ordre se multiplient alors. Dans certaines zones, les attaques diminuent. Dans d'autres, elles se déplacent ou se transforment. Les revenus miniers progressent, tandis que les besoins sociaux explosent.
Les attentes populaires augmentent plus vite que les capacités de réponse. Les observateurs se divisent. Les partenaires extérieurs ajustent leur pression. Et au centre de cette dynamique instable, Ibrahim Traoré doit maintenir la cohérence d'un récit, celui d'un pays qui tente de reprendre le contrôle de ses ressources tout en absorbant les chocs d'une rupture systémique. La séquence est enclenchée, mais son issue reste incertaine. Au départ, la situation de référence est claire. Un territoire fragmenté, une économie comprimée et une insécurité chronique qui neutralisent toute projection à moyen terme. À partir de cette ligne de base, 3 variations mesurables commencent toutefois à se détacher, dessinant un changement de pente plutôt qu'un renversement complet. Ces écarts restent partiels, mais ils offrent une lecture chiffrée des choix opérés sous Ibrahim Traoré. Sur le plan sécuritaire, dans le nord et l'est du pays, les attaques reculent d'environ 20%. Cette baisse n'est ni uniforme ni définitive, mais elle marque une contraction réelle de la capacité opérationnelle de certains groupes armés. L'explication tient moins à une supériorité militaire totale qu'à une modification tactique. Redéploiement ciblé des unités, sécurisation d'axes prioritaires et coopération régionale accrue. En pratique, cette variation crée un espace respirable. Des routes s'ouvrent par intermittence, des marchés fonctionnent à nouveau, et la mobilité civile s'améliore, même de manière fragile. La donnée ne signifie pas la fin de la menace, mais elle indique que la violence cesse temporairement d'augmenter partout en même temps. Du point de vue économique, en 2023, le produit intérieur brut progresse de 2,3%. À l'échelle continentale, ce chiffre reste modeste. Dans le contexte burkinabé, marqué par des années de contraction liées au conflit, il constitue néanmoins un signal de retournement. Cette croissance s'explique en grande partie par la réorientation de la gestion des ressources minières. En resserrant le contrôle sur la chaîne de valeur, l'État récupère une part de flux auparavant captés par des circuits parallèles ou externes. Ce gain ne transforme pas structurellement l'économie, mais il prouve que des marges internes existent encore lorsque certaines fuites sont contenues. Et si l'on regarde plus précisément du côté de l'or, la production aurifère progresse d'environ 15% sur un an. Ce chiffre agit comme un pivot analytique. Il montre que la souveraineté économique, souvent perçue comme un slogan politique, peut produire des effets tangibles lorsqu'elle se traduit par des mécanismes opérationnels. Révision des concessions, supervision renforcée des sites artisanaux et limitation de l'emprise de groupes armés sur certaines zones expliquent en partie cette progression. Dans un pays où l'or social constitue un levier fiscal central, une variation de cette ampleur peut remodeler des équilibres sociaux locaux et renforcer temporairement la capacité budgétaire de l'État. Ces 3 métriques ne fonctionnent pas isolément. La croissance du PIB n'existerait pas sans un minimum de stabilisation sécuritaire. L'augmentation de la production d'or aurait un impact limité sans une capacité militaire suffisante pour sécuriser les zones d'extraction. Et la baisse des attaques resterait socialement invisible sans une perspective économique associée. Ensemble, elles reflètent la cohérence partielle d'une stratégie portée par Ibrahim Traoré, où sécurité, ressources et souveraineté s'articulent. Cependant, ces variations positives n'annulent pas les risques structurels. L'isolement diplomatique, les sanctions et les contraintes logistiques continuent de peser. Chaque gain mesurable ouvre aussi un nouveau champ de vulnérabilité. Les chiffres indiquent un déplacement de la trajectoire, pas sa stabilisation définitive. Ils posent une question centrale. Cette dynamique peut-elle se maintenir et s'élargir sans s'essouffler sous la pression extérieure? 2 lectures contradictoires structurent désormais le débat autour de la trajectoire du Burkina Faso. La première, portée par plusieurs économistes et analystes internationaux, considère la stratégie de rupture engagée depuis 2022 comme un risque structurel majeur. Selon cette perspective, l'isolement diplomatique,
la contraction des financements extérieurs et l'affaiblissement des chaînes logistiques finiraient par neutraliser les gains sécuritaires et miniers observés. Même avec une production d'or en hausse et une légère croissance du PIB, le pays resterait trop dépendant de flux extérieurs pour absorber durablement les chocs d'une recomposition géopolitique aussi brutale. Cette lecture insiste sur un point précis. Une économie fragilisée par des années de conflits ne peut pas, seule, compenser la perte d'accès aux marchés internationaux et au soutien institutionnel traditionnel. Les sanctions, les restrictions financières et la volatilité des partenariats augmenteraient mécaniquement les coûts de transaction, ralentissant les investissements critiques et limitant la capacité de l'État à financer des services publics essentiels. Dans ce cadre, les signaux positifs actuels seraient perçus comme transitoires, voire trompeurs. Face à cette analyse, une seconde lecture, défendue par des observateurs régionaux et certains acteurs locaux, propose un cadre opposé. Elle part du principe que la dépendance historique aux puissances extérieures constitue elle-même une vulnérabilité centrale. Dans cette optique, la reconquête des ressources naturelles, la réduction de l'ingérence étrangère et le renforcement des alliances régionales deviennent des prérequis pour restaurer une stabilité à long terme. Les hausses de la production aurifère et la baisse partielle des attaques sont alors interprétées comme les premiers signaux d'un modèle alternatif en gestation. Le point de bifurcation analytique se situe ici. Les critiques soulignent la fragilité de ces signaux. Les défenseurs répondent que toute transition majeure implique une phase de volatilité. L'enjeu n'est pas l'absence de risque, mais la capacité à construire une trajectoire interne cohérente. À ce stade, la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale, à la fois catalyseur et facteur de polarisation. Une synthèse mesurée s'impose alors. Les deux camps identifient des vulnérabilités réelles. Les données montrent néanmoins qu'une recomposition est en cours. La question n'est pas de savoir si le modèle actuel élimine les risques, mais s'il parvient à créer, malgré eux, des marges de stabilité nouvelles et cumulatives. À ce stade, un déplacement analytique s'impose. Les évolutions observées ne relèvent pas d'une stabilisation classique, mais d'une interaction discrète entre souveraineté économique et contrôle territorial. En resserrant l'emprise sur les ressources minières, l'État ne cherche pas seulement des revenus supplémentaires. Il modifie les incitations locales, réduit certains financements indirects des groupes armés et crée des points d'appui sécuritaires plus durables. Cette logique explique pourquoi des gains modestes peuvent produire des effets disproportionnés. Ce mécanisme reste souvent sous-estimé. La souveraineté économique n'agit pas comme un levier isolé, mais comme un flux qui s'infiltre dans les dynamiques sécuritaires. Lorsqu'une zone minière passe sous supervision renforcée, l'effet dépasse la fiscalité. Il affecte la mobilité des groupes armés, la capacité de négociation locale et la perception de l'autorité étatique. Sous Ibrahim Traoré, cette articulation devient un principe opérationnel plutôt qu'un simple discours politique. Cependant, ce basculement ne garantit rien. Chaque avancée économique expose de nouvelles vulnérabilités. Une amélioration sécuritaire locale peut attirer une pression extérieure accrue. Un gain fiscal ponctuel peut ouvrir un nouveau front diplomatique. La trajectoire progresse donc par pulsation, alternant consolidation partielle et tension renouvelée. La révélation centrale est là. Le Burkina Faso n'avance pas vers un équilibre stable, mais vers une zone d'autonomie fonctionnelle. Cette zone reste étroite, réversible et coûteuse à maintenir. Elle constitue pourtant le cœur du pari stratégique engagé par Ibrahim Traoré et le point à partir duquel se joueront les conséquences concrètes pour les acteurs économiques, sociaux et régionaux. Les effets de cette trajectoire se lisent désormais à travers 4 champs distincts, où les gains et les contraintes s'entremêlent de manière asymétrique. Pour l'État, la consolidation du contrôle minier a permis de récupérer une marge fiscale auparavant absorbée par des réseaux parallèles. Cette marge reste limitée,
mais elle offre une capacité de priorisation nouvelle. Les administrations locales, en particulier dans le nord et l'est, peuvent coordonner plus étroitement leurs actions avec les forces de sécurité. En revanche, l'isolement diplomatique complique l'accès au financement conventionnel, obligeant l'appareil étatique à arbitrer dans l'urgence. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique dominante devient la préservation de la souveraineté avant l'expansion institutionnelle. Un choix qui stabilise certains leviers tout en ralentissant d'autres réformes. Pour les entreprises, la recomposition crée une dynamique ambivalente. Dans le secteur minier, certaines sociétés nationales bénéficient de concessions renégociées, mieux alignées sur les intérêts du Burkina Faso. Les petites et moyennes entreprises profitent, dans des zones ciblées, de la réouverture d'axes sécurisés et du retour partiel des échanges. À l'inverse, les sanctions et la contraction des partenariats occidentaux rendent plus complexe l'importation d'équipements et de technologies. Les acteurs économiques doivent diversifier leur chaîne d'approvisionnement, absorber une volatilité accrue et ajuster leur modèle. L'environnement entrepreneurial devient hybride. Des opportunités réelles coexistent avec des contraintes lourdes et imprévisibles. Du côté des ménages, les impacts se manifestent de manière granulaire. Dans certaines régions, la baisse d'environ 20% des attaques crée un espace respirable. Les marchés rouvrent, la mobilité s'améliore et des services essentiels recommencent à fonctionner. Les recettes issues des ressources minières financent des programmes visibles, comme l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'éducation ou aux soins. Cependant, la pauvreté reste élevée et les écarts territoriaux persistent. Les sanctions internationales se traduisent par une hausse du coût de la vie, accentuant la pression sur les foyers. Les attentes sociales envers le leadership d'Ibrahim Traoré augmentent en particulier chez les jeunes et dans les zones rurales, où l'espoir d'un partage plus équitable des gains demeure fort. À l'échelle régionale, enfin, la trajectoire du Burkina Faso agit comme un catalyseur. Le rapprochement avec le Mali et le Niger renforce une architecture sécuritaire fondée sur la souveraineté et la coopération. Cette dynamique modifie les équilibres du Sahel et inquiète certaines puissances extérieures, qui ajustent leur stratégie d'influence. Une réussite relative pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des contraintes similaires. Un échec prolongé, au contraire, pourrait refermer ces options. Ces 4 niveaux montrent une réalité composite. Les gains sont tangibles mais fragiles. Les risques persistent mais peuvent être modulés. La suite dépendra de la capacité à transformer ces effets partiels en trajectoires cohérentes et cumulatives. À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dégagent, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Il est possible que le pays s'installe dans une stabilité sous tension. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir les acquis récents, une production minière relativement soutenue, une baisse partielle des attaques et une coopération régionale fonctionnelle avec le Mali et le Niger. L'État préserve l'essentiel, mais reste contraint par l'isolement diplomatique. L'accès au financement demeure limité. Les marges budgétaires restent étroites et la capacité à accélérer les réformes institutionnelles demeure faible. Cette trajectoire ne produit pas de décollage, mais elle évite l'effondrement. Une autre évolution pourrait voir émerger, progressivement, un modèle régional. Les résultats économiques, encore fragiles, se consolident grâce à de nouveaux partenariats, notamment avec des acteurs non occidentaux. L'exploitation du lithium et la poursuite de la hausse orifère élargissent les recettes publiques, permettant d'étendre certains programmes sociaux et d'améliorer la résilience logistique. Une détente sécuritaire graduelle s'installe dans plusieurs zones clés, favorisant le retour d'activités locales. Sur le plan régional, le Burkina Faso devient une référence pour des pays du Sahel, cherchant à rééquilibrer leurs relations extérieures et à reprendre le contrôle de leurs ressources stratégiques. Ce scénario suppose toutefois une capacité à contenir les pressions internationales et à maintenir la cohésion des alliances régionales. À l'inverse, une érosion interne prolongée peut s'installer.
Si les sanctions s'intensifient, si les tensions sociales augmentent, ou si les groupes armés exploitent des fragilités logistiques persistantes, les gains récents pourraient se dissiper. La production minière deviendrait plus volatile, les recettes fiscales se contracteraient, et les services publics déjà fragiles subiraient de nouvelles pressions. Les zones rurales, en particulier, risqueraient de perdre les améliorations observées. L'État serait alors contraint de se recentrer sur la gestion de crises successives, au détriment de toute stratégie de consolidation. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La clé analytique réside moins dans la prédiction que dans la posture adoptée. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la question centrale devient celle-ci. Comment arbitrer entre préservation de la souveraineté, absorption des chocs et création de marges internes, sans surestimer des gains encore réversibles? Pour une partie des observateurs, comprendre devient le premier besoin. Leur attente ne se limite pas à savoir ce qui se passe au Burkina Faso, mais à saisir ce que ces évolutions signifient dans un environnement géopolitique saturé. La baisse des attaques, la progression minière et l'isolement diplomatique constituent pour eux une grille de lecture. Ils y voient un laboratoire où souveraineté, contraintes extérieures et réformes internes s'entrecroisent, révélant les marges de manœuvre encore disponibles pour un État sous pression. Pour d'autres, la lecture est plus immédiate et plus concrète. Dans les régions exposées, une route rouverte, un marché sécurisé ou un dispensaire approvisionné ne sont pas des indicateurs abstraits. Ce sont des signes tangibles de normalité retrouvée, même provisoire. La stabilité se mesure alors en gestes simples. Pouvoir vendre une récolte, envoyer un enfant à l'école ou se déplacer sans crainte constante. Ces expériences façonnent une attente sociale forte, orientée vers des résultats visibles plutôt que vers des débats stratégiques. Un troisième regard se déploie à une échelle plus large. Pour certains acteurs africains et internationaux, le Burkina Faso devient un cas d'étude. La question dépasse le pays lui-même. Elle touche à la capacité des États à reprendre le contrôle de leurs ressources stratégiques tout en restant insérés, même partiellement, dans des chaînes de valeur mondiales. Le parcours impulsé par Ibrahim Traoré alimenta ainsi une réflexion plus vaste sur les conditions d'une autonomie économique viable dans des contextes fragiles. Ces trois niveaux de perception se croisent sans toujours se rejoindre. Ils partagent néanmoins une même interrogation sous-jacente. Comment transformer des signaux partiels et réversibles en améliorations durables, perceptibles à la fois dans les chiffres et dans le quotidien? Pour transformer des signaux encore fragiles en trajectoires consolidées, une articulation plus précise des priorités devient indispensable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes se dessinent déjà, mais leur efficacité dépendra de leur mise en cohérence dans le temps. Pour commencer, il s'agit de verrouiller durablement la transparence minière. Cela implique des audits réguliers, une traçabilité renforcée des flux et une redistribution définie à l'avance au profit des collectivités locales. Sans mécanisme lisible, les gains fiscaux risquent de se diluer et de nourrir de nouvelles tensions. Ensuite, l'autonomie logistique minimale devient essentielle. Les sanctions et les ruptures d'approvisionnement imposent une diversification rapide des partenaires et des circuits. Développer des capacités locales ciblées, même limitées, réduit la vulnérabilité face aux pressions extérieures et sécurise des fonctions essentielles de l'économie. Cette résilience ne vise pas l'autarcie, mais la réduction des points de blocage critiques. Dans le même esprit, l'approfondissement de la coopération régionale compte fortement. Une plateforme sécuritaire intégrée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger doit fonctionner de manière opérationnelle. Partage de renseignements, coordination des opérations et mutualisation d'équipements. La stabilisation d'un territoire dépend de celle de ses corridors régionaux et non d'actions isolées. Enfin, un amortisseur social visible devient indispensable. Les résultats économiques, même positifs, doivent se traduire rapidement par des services concrets, accès à l'eau, soins, éducation et mobilité sécurisée.
Sans retombées perceptibles, les attentes sociales risquent de dépasser la capacité de réponse de l'État. Cette feuille de route repose sur un principe simple. Chaque avancée économique doit être accompagnée d'un pilier sécuritaire et d'un dividende social. C'est cet équilibre, et non un levier unique, qui déterminera si la stratégie portée par Ibrahim Traoré peut se convertir en stabilité mesurable. Dans le village du Nord où la route autrefois abandonnée a rouvert, les habitants se souviennent encore du premier convoi réapparu à l'horizon. Rien n'avait profondément changé autour d'eux. Les maisons restaient fragiles, les champs exposés et l'avenir incertain. Pourtant, ce simple mouvement sur l'asphalte avait suffi à fissurer un sentiment d'enfermement installé depuis des années. Il signalait que l'immobilité n'était plus totale. Au fil des mois, ce motif s'est répété sous différentes formes. Un puits réparé, un marché sécurisé, un dispensaire à nouveau approvisionné. Des gestes modestes, souvent temporaires, mais capables de modifier la perception du quotidien. Ils ne racontent pas une victoire, encore moins une stabilisation acquise. Ils racontent une possibilité. Dans ce paysage mouvant, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose comme un point d'ancrage, autant que comme une source de débat. Ces décisions n'ont pas effacé les menaces, mais elles ont réintroduit l'idée qu'un pays peut tenter de reprendre la main, même sous contraintes multiples. Pour beaucoup, cette tentative compte autant que ses résultats immédiats. L'image demeure alors simple et parlante. Parfois, l'avenir d'un territoire recommence, avec une route qui s'ouvre. L'histoire récente du Burkina Faso dépasse désormais le cadre d'une séquence politique ou sécuritaire isolée. Elle pose une question plus large, presque universelle. Comment un pays soumis à des pressions simultanées peut-il tenter de reconstruire ses marges d'action sans se couper durablement du monde ? À travers les routes rouvertes, les ressources renégociées et les alliances redéfinies, une même idée circule. La souveraineté n'est pas un slogan figé, mais une pratique quotidienne, fragile et cumulative. Ce cas interpelle bien au-delà du Sahel. Il invite à réfléchir aux conditions nécessaires pour transformer une volonté politique en stabilité vécue, perceptible à la fois dans les indicateurs et dans la vie ordinaire. Il interroge aussi notre manière d'analyser les trajectoires nationales. Faut-il juger un processus à l'aune de ses risques immédiats ou de sa capacité à créer, pas à pas, des alternatives crédibles ? La discussion reste ouverte parce que la trajectoire elle-même continue d'évoluer. Selon vous, quelles conditions permettent réellement à un pays de convertir une affirmation de souveraineté en stabilité durable, sans basculer dans l'isolement prolongé?